Bonjour et bienvenue dans Jeunes Voyageurs, le podcast voyage de TS Sorbonne. Aujourd'hui, nous sommes Marine et Nils et nous recevons Amélia et Camille dans le cadre d'un hors-série sur l'expatriation. Est-ce que vous pourriez vous présenter ? Bonjour, je m'appelle Camille, je suis étudiante à Sorbonne Université en licence lettres, édition, médias audiovisuels. Enchantée, bienvenue. Merci. Ça fait 2 ans maintenant que je suis en métropole. Je viens de Martinique. Trop bien. Bonjour, je m'appelle Amélia. Je suis en lettres, édition, médias audiovisuels. Je viens de Lituanie et depuis toute mon enfance, j'ai beaucoup déménagé. D'accord, très bien. Si vous voulez, on peut commencer par Camille. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ton parcours et de du coup ce qui t'a amené à venir à Paris alors que du coup tu es originaire de la Martinique ? Alors, comme Amélia, j'ai beaucoup voyagé quand j'étais petite. Mon papa, il est douanier. Du coup, j'ai eu l'occasion de découvrir de nombreux paysages, de nombreuses coutumes, cultures différentes. Et quand on reste sur une île, en tout cas dans mon cas, on se lasse pas mal, on fait le tour de pas mal de choses et surtout, point majeur, il n'y a pas la formation que je désirais en Martinique. Donc comme pas mal de jeunes de mon île, j'ai dû partir en métropole pour faire mes études. Parce que du coup, tu voulais spécifiquement la licence LEMA. Oui. C'est vrai que ça fait sens. Et du coup, tu es là depuis la L1 t'es arrivée juste après ton bac ? Oui, juste après mon bac, oui. D'accord, très bien. Et toi, du coup, Amélia, c'était un parcours un peu similaire ou ça a été plus disparate Disons que depuis l'âge de 3 ans, c'était plutôt en France que j'ai beaucoup plus eu la culture. On a beaucoup voyagé. C'est à cause de mon papa qui est diplomate. Et ça m'a permis de voyager, de découvrir des cultures et les gens aussi. Et j'avais très envie de me poser quelque part. Je savais que en France, c'est le meilleur endroit que je me sentirais mieux parce que je connais très bien la langue, mieux que, je pense, le lituanien. Même si le lituanien, je le connais depuis petite, mais c'est le fait que j'étais dans le système français, et, même quand j'étais en Lituanie, puis j'étais en Belgique aussi. Et je voulais me poser à un endroit où je connais la langue pour apprendre bien la langue et m'intégrer à un seul endroit. Et parce que ta famille avait des liens avec la France, enfin, vous aviez des origines françaises ou alors c'était vraiment un choix de cœur, entre guillemets ? Non, c'était le travail de mon papa qui a emmené au début en France. Puis je sais que quand il était plus jeune, il avait fait ses études un peu en France. Donc peut-être c'était ça qui a un peu... Parce qu'il a le choix de choisir quelques pays et après on le met dans ses choix. On les renvoie à un seul pays. D'accord. Et comment ça se passe exactement ? Genre, il y a des sortes de mandats, par exemple 5 ans dans un pays, ensuite 5 ans autre part, ou c'est... Oui, c'est à peu près ça. C'est 3 ans dans un pays. Parfois, on peut prolonger. Et après, c'est bien sûr, c'est des gens qui sont supérieurs qui choisissent. Et après, on doit rester au moins 3 ans dans notre pays natal et après, on change. Ah oui, ça doit pas être évident du coup, quand on a une famille et des enfants assez jeunes, du coup, de faire en sorte qu'ils s'adaptent à chaque nouveau pays. Mais du coup, t'as vécu dans beaucoup de pays différents, à part la France et la Lituanie ? Pas vraiment, je dirais, parce que mon papa a eu la chance de retourner vivre à Paris. Donc c'était à Paris, puis à Belgique aussi, 4 ans. Non, 3 ans, pardon. Et après, c'était à Paris. Mais je suis restée 1 an parce que j'ai essayé une école anglaise, ça n'a pas marché, du coup je suis revenue en Lituanie. Et mes parents sont restés là-bas. D'accord. Ah oui, donc là, tu habites à Paris seule depuis
Oui, depuis cette année. Depuis cette année, d'accord. Ah, donc c'était le grand bain, le début de la vie sans les parents. Oui, c'est ça. C'est ça. Ça s'est bien passé? T'as apprécié? Enfin, l'adaptation a été plutôt smooth? Oui, c'était assez facile. Enfin, il y avait des moments où mes parents, bien sûr, me manquaient, mais je crois que c'était l'habitude de changer d'endroit, peut-être cette flexibilité qui m'a permis d'avoir pas très peur, de ne pas être angoissée. Et puis, mon papa ne m'allait pas laisser toute seule parce qu'il y a des amis qui si j'ai un problème ou quoi que ce soit, même si j'ai un petit mood, un coup de mood, je viens chez eux et voilà. Oui, c'est vrai que du coup, tu avais déjà une coquille que tu connaissais des fois où tu avais habité, alors que peut-être du coup, contrairement à toi, Camille, qui du coup, toi, t'es arrivée complètement sans attache ici, ou alors tu avais déjà un petit peu des connaissances J'ai fait plusieurs colonies en métropole, colonies de vacances quand j'étais petite. Donc j'avais des amis en métropole, des connaissances. Mis à part cela, j'ai de la famille un tout petit peu éparpillée sur le pays. Mais quand je suis venue avec mon père, j'ai tout de suite enchaîné avec la rentrée. Et c'est pas que on a peut-être pas toujours le temps, ou je sais pas, mais je me suis mise dans une bulle et j'ai pas forcément voulu renouer le contact ou parler avec eux. Ouais, t'as peut-être envie de construire ta nouvelle vie un peu en partant de zéro et du coup essayer de pas utiliser cette aide-là. Je sais pas. À vrai dire, c'est la famille, donc je sais qu'on peut compter sur eux, mais ce sont des personnes que je ne connais pas ou alors que j'ai connues petite. Du coup, il faut construire de nouveaux liens avec ces personnes, ça peut être compliqué. Et ça peut être bien, tout comme ça peut être mauvais. Il y a eu des déceptions, mais il y a eu aussi de merveilleuses découvertes. Et voilà. Ah oui, des merveilleuses découvertes? Oui, parce que quand j'étais petite, j'ai beaucoup de cousins et de cousines. Et quand ils sont partis en métropole, je me suis retrouvée un peu seule avec mon frère et quelques cousins, mais pas beaucoup. Du coup, il y avait moins d'ambiance, on peut dire ça. Et quand je suis retournée en métropole, je les ai revus. J'ai vu aussi la famille qu'eux, ils s'étaient construits ici avec leurs enfants. Et j'étais super contente de voir ça. Ah oui, c'est top. C'est oui. Trop bien. Et toi, du coup, comment ça s'est passé ton arrivée? Est-ce que ça a été facile, même administrativement ou socialement, pour du coup faire des nouvelles rencontres et puis t'adapter du coup même à la vie étudiante c'est quand même une grosse différence entre le lycée où on est très cadré et du coup ce début de vie étudiante où on est lâché dans la nature dans des CM avec 400 personnes. Alors, je vais être très honnête, je suis un petit poussin. Mon papa m'aide beaucoup dans tout ce qui est administratif et heureusement parce que c'est dommage, l'école ne nous forme pas trop à ce genre de choses. C'est vrai. Mais pour l'université, mon premier jour, ça a été le chaos total. Ah ouais? Parce que je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait des heures aussi... Enfin, que ça soit aussi libre. Le premier jour, je n'ai rien fait alors que je sais que j'avais des TD ce jour-ci. Et j'étais triste parce que j'aime bien commencer avec une bonne impression et j'avais l'impression de n'avoir rien fait de toute ma journée. Et quand je suis venue à la maison, enfin dans mon appartement, parce que je vis seule maintenant, j'étais là, papa, j'ai rien fait aujourd'hui, je me suis fait vaguement des amis, je sais pas comment ça va se passer, si je vais les revoir. Finalement, cette première journée, je n'ai rien fait et j'étais perdue. Mais comment ça, t'as rien fait? C'était parce que du coup, tu t'es pas rendue à tes TD ou alors juste parce que les cours étaient pas... que t'as pas réussi à t'engager et à prendre des notes ou... Quand j'étais au lycée, il y avait une journée d'intégration. Et là, je crois que je l'ai ratée. Je suis arrivée un tout petit peu plus tard. Du coup, c'était la première fois que je voyais l'établissement. Je ne savais pas du tout où me rendre, l'organisation des salles. Et on sait que la Sorbonne, c'est un peu Poudlard. En effet, beaucoup trop d'escaliers.
trop de choses partout. C'était compliqué. Ouais, c'est vrai que le début, l'adaptation, c'est pas évident. Mais pour toi, ça a été à peu près? C'était... Je pense que c'était comme Camille, j'étais un peu perdue. Le chaos. Oui, voilà, surtout c'était la première année, c'était durant le Covid. Oui, c'est donc vrai. Ça, c'était compliqué, je pense, pour tous les étrangers. Parce que se faire des amis durant le Covid, c'est déjà compliqué. Et je sais que cette année, quand je suis venue, j'ai vu plein de personnes qui étaient déjà dans leur petit groupe, qui avaient ses amis. Je me suis dit, mais je sais pas comment je vais le faire maintenant. Ouais, oui, parce qu'encore quand c'est le début et que tout le monde débarque, ça va encore, mais c'est vrai que là, quand 1 an a passé, que tout le monde est là, mais que du coup tout le monde a déjà formé ses groupes, oui, c'est pas évident. Mais du coup, vous, ça avait été? Du coup, vous vous êtes rencontrés en début de cette année? Oui. Oui. Grâce à une amie commune. Merci à elle, si elle nous écoute. Oui, merci à toi. Mais c'est trop chouette, du coup vous vous êtes rencontrés à un cours et vous avez réussi ensuite à peut-être former un groupe d'amis. C'est exactement ça. C'est exactement ça? Bah trop bien. Parce que c'est vrai que se faire des amis à la fac, franchement, tester et pas du tout approuvé pour le coup. Mais après je pense que ça dépend, c'est vraiment des situations très spécifiques, mais on n'a pas été aidés là, surtout dernièrement avec le Covid. Mais est-ce que vous pensez que du coup le fait qu'en plus il y ait eu une sorte... Bon après dans votre cas certainement que c'était pas aussi marqué que pour quelqu'un qui ne parlait pas la langue par exemple, mais le fait d'avoir un petit décalage culturel, est-ce que vous pensez que ça vous a un peu exclu des autres, ou alors au contraire ça vous a un peu rapproché d'autres personnes où vous vous êtes dit ah bah toi aussi tu viens pas de Paris donc peut-être on s'entendrait mieux ou... Alors Qu'est-ce que vous en pensez? peut marcher. L'exotisme, ça fait quelque chose. Ah, toi, tu viens d'un endroit différent, nouvel univers. Waouh, c'est différent de Paris. Oh mon Dieu, tu as la plage à côté. C'est faux, on peut pas tous les jours à la plage, mais même si c'est joyeux, ça peut créer des liens, mais en même temps, quand tu te rends dans un nouveau pays, dans une nouvelle ville, il y a quand même une grosse différence culturelle. C'est compliqué de se faire des amis, d'avoir les mêmes centres d'intérêt, de s'intégrer, tout simplement. Ouais, t'as senti vraiment ce décalage et oui. Des fois avec des personnes où tu t'es dit mais en fait on se correspond pas du tout, on n'a pas du tout le même vécu. Mais aussi des avantages, parce que quand j'étais sur mon île, j'avais une façon de m'habiller différente, on va dire. Ah ouais? Oui, parce que j'aimais beaucoup... ce qui sortait un peu de l'ordinaire, ce que je ne rencontrais pas dans la rue. Par exemple, nous, on a un uniforme en Martinique, beaucoup de lycées. Du coup, c'est compliqué de se démarquer et je jouais sur des accessoires. Et quand je suis venue en métropole, je me disais « Oh, c'est génial, je vais pouvoir m'amuser, faire tout ce que je veux. » Enfin, tout ce que je veux entre guillemets. Et du coup, j'ai porté des sneakers en vinyle, de cette matière transparente où on voit tout le pied à l'intérieur. Il y a des gens qui ont pris mes pieds en photo, je le regrette, mais j'étais tellement contente de les porter, c'était une victoire pour moi parce qu'il y avait moins de personnes qui me regardaient. Est-ce que le fait d'arriver à Paris t'a donné une impression de plus de liberté qu'avant? Enfin, même le fait d'entrer dans les études et d'arriver toute seule dans un nouvel environnement, est-ce que c'était le début d'une nouvelle vie ou alors au contraire t'étais assez précautionneuse et tu t'es dit... Je trouve que c'est une routine qui s'est répétée, parce que comme j'ai changé d'endroit, c'était une nouvelle école, c'est la même chose, c'est une nouvelle fac, il faut encore se trouver de nouveaux amis et tout, sauf que maintenant c'est à la fac, c'est plus facile, c'est pas encadré, c'est pas le lycée, donc on peut être ce qu'on veut et ce qu'on est. Donc peut-être ça, du fait que je vais à la fac, je sais que je peux être moi-même et plus ouverte. T'as l'impression que ça t'a ouverte à ça et que la fac, ou en tout cas les études supérieures, t'ont fait ouvrir ton regard sur le monde et... Oui, et aussi le fait qu'on était enfermés pendant 2 ans. Oui. Ça a permis, parce que je sais qu'avant j'étais timide et là, je me suis dit, peu importe. C'est le moment. Oui, voilà. Faut y aller. Participer à un podcast. Exactement. Ah non, mais trop chouette. Alors,
Ah, je souhaiterais juste rajouter que pour se faire des amis, certes, je suis française moi aussi, mais on a tous des manières de parler un tout petit peu différemment dans nos régions. Et ça aussi, ça peut être un frein, bizarrement. Difficile de se comprendre. Moi, par exemple, j'avais jamais dit meuf avant d'arriver en métropole, ou alors wesh, c'est des choses que je disais pas avant. Je dis pas que tous les Martiniquais ne le disent pas, mais on l'entend beaucoup moins souvent. Et des fois, si je lâche des mots en créole, je regarde la personne et puis l'autre va me dévisager. Mais qu'est-ce que tu as dit ? Oui. Du coup, ça peut être compliqué. Ou même, des fois, on a des mots qui changent ou des déterminants. Oui, je serais prête à dire à tous nos auditeurs qu'on ne dit pas la coco, mais le coco. Ou la goyave. Mais bon, vous faites comme vous le sentez. Ah, c'est vrai. Mais ça, en soi, c'est un truc qui est un peu partout en France. Il y a beaucoup de patois différents ou de petites expressions. Enfin, je sais que bon, ça m'arrive pas très souvent, mais je viens de Bretagne et des fois, on a des petites expressions en breton, comme malaise doué béniguette. Et ça veut dire oh mon Dieu, malaise doué béniguette, tu as encore fait tomber ton bol de chocolat chaud. Et c'est des trucs qu'on retrouve pas, mais je trouve que c'est un truc qui est super sympa avec les régionalismes français, c'est que c'est tellement varié et enfin, j'adore la France. Donc j'avais un petit peu parlé avec Chiara, qui n'est pas avec nous ce soir, mais de quelques thématiques qu'on pourrait aborder, et elle m'avait parlé du fait que c'était pas forcément facile au début donc, de s'adapter à un nouvel environnement et que vous aviez un peu été confronté à essayer de gérer la santé mentale en plus pendant le Covid, à des moments pas évidents, et puis du coup d'être particulièrement isolé de votre famille. Donc voilà, les thématiques aussi de la solitude et de l'éloignement. Mais elle m'a dit, je pense que c'était pour toi Camille, mais que du coup t'avais adopté un animal de compagnie. Oui. Et que ça t'avait beaucoup aidé avec ça. Je suis gaga de mon chat, il est super, il est intelligent, il est beau, il est si gentil. Mais oui, ça m'a beaucoup aidé parce que en arrivant en métropole, j'avais déjà 3 ans, je crois, de dépression derrière mon dos. J'ai fait un burn-out durant la première année de confinement. Comme je vivais dans on va dire un petit appartement, même s'il est assez grand pour accueillir un chat qui a pire que moi, mais quand même petit pour moi qui vivais dans une grande maison en campagne. Du coup, j'avais des moments de paranoïa, j'ai l'impression d'être suivie, la dépression et tout ce qu'il y avait avec. C'est compliqué. Du coup, Francis, il m'a aidé. Oui, c'est mon chat. C'est trop mignon. Il m'a beaucoup aidé à renouer... C'est pas un humain, je peux pas lui parler, mais juste de voir quelqu'un, ça change tout. Je sais pas si on s'en rend compte, mais qu'il y ait un rapport social, ça fait la différence. Pour toi, ça l'a fait, en tout cas, ça t'a vraiment... c'est top, c'est trop bien. En vrai, c'est pas un truc auquel on pense. Enfin, j'ai l'impression que les animaux de compagnie, on considère ça un peu plus comme l'entrée dans la vie active, quand on commence à... être peut-être plus responsable, mais en même temps, c'est trop bien. Enfin, moi, si j'étais pas allergique, j'aurais clairement 1000 animaux partout. Mais bon, l'univers, on a décidé autrement. Si je pourrais rajouter aussi, scientifiquement, c'était approuvé que pour les personnes qui sont pas très bien, les animaux de compagnie aident. Enfin, un chat ou un chien, ça abaisse les mauvaises humeurs et ça permet d'être en calme et même plus heureux. C'est vrai. Mais j'ai des plantes aussi. Ah ouais ? Oui. Et les plantes, ouais, je vois en quoi ça peut être très réconfortant. Oui, parce que ce sont des plantes tropicales, du coup elles me rappellent un peu chez moi. Est-ce qu'elles ont des noms ? J'ai essayé de leur en donner un nom, mais c'était compliqué parce que c'est compliqué de donner un nom à une plante où ça va être très méta ça. Mais en fait, j'ai l'habitude de nommer des plantes depuis que je suis petite, où je faisais des câlins avec les plantes comme je sais pas quoi, mais j'ai une histoire avec une plante en particulier, par exemple l'arbre à pain. C'est une espèce d'arbre de mon grand-père qui était agriculteur.
Du coup, il a une histoire en soi. Je sais qu'il a traversé pas mal de choses. Du coup, lui, son nom, c'est Jacques. On a adopté aussi un sapin en Martinique, c'est assez étrange. Et son prénom, c'est Marcus. J'ai grandi avec lui, j'ai une histoire forte avec lui. Je me sens si bien en sa compagnie. Voilà, c'était le moment bizarre. Non mais trop bien. En plus, t'es pas du tout la seule personne que je connaisse qui soit vraiment attachée à des plantes. Et moi, j'ai pas de plantes parce que je déménage tous les ans et que du coup, je pourrais les donner, mais je pense que ça me briserait le cœur. Donc du coup, j'achète pas de plantes, mais bientôt, quand j'aurai mon appartement à moi, c'est pareil, ce sera une jungle tropicale avec des animaux et des plantes. Bientôt. Et toi, Amélia, est-ce que tu as des animaux ou des plantes ou des moyens de peut-être pallier à la solitude qui arrive peut-être parfois ? J'ai des plantes, mais il y en a qui sont en train de mourir. Je n'ai pas des mains vertes. Mais c'est vrai qu'au début, quand j'avais des plantes, ça me permettait d'avoir un petit décor qui était, je sais pas, ça me donnait de la positivité. Mais c'est vrai que j'ai un petit appartement, 9 mètres carrés. Mais je l'ai décoré de façon que je me sens bien, que je sois chez moi avec des lumières. Mais pour la solitude, j'appelle souvent mes amis ou je leur écris. Et ça m'aide beaucoup. Ah, c'est top. Mais du coup, vous habitez seules toutes les deux ? Oui. Mais parce que vous vous êtes pas dit que peut-être ce serait pas mal d'habiter dans une résidence étudiante ou dans un foyer avec d'autres étudiants, peut-être pour du coup avoir l'occasion de faire des rencontres en arrivant, ou c'était même pas par choix, vous vous avez dit que c'était plus simple un appartement Honnêtement, j'ai jamais pensé être avec quelqu'un. Du coup, et même, je pense que on savait pas que la crise arriverait et qu'on serait tous enfermés. Mais avoir son propre espace, qu'on le peut, c'est toujours bien. Après, faire une colocation, ça peut toujours être une option. Et puis des fois, ça revient moins cher, surtout sur Paris. Par rapport à ma personnalité, où je peux me sentir mal, faire des crises, j'ai pas envie qu'une personne subisse mon état mental. Sinon, ça me ferait plus souffrir et elle aussi. Ah oui, je vois. Et toi, Amélia ? J'ai déjà été en colocation en première année. Je crois que c'était durant le premier semestre. C'était... il faut avoir de la communication, il faut trouver la bonne personne. C'est ça qui est très, très difficile. Et j'étais tombée sur une personne avec qui j'avais des soucis de communication à la fin. Donc, pour l'instant, j'apprécie d'être seule. Et c'est vrai que c'est... À l'avenir, peut-être, si je trouverais la bonne personne, je me mettrais en colocation. Mais pour l'instant, je vis bien, je paye pas très cher, donc ça m'arrange. Ok, bon, tant mieux. Et oui, c'est vrai que la colocation, ça peut être compliqué si ça se passe pas forcément bien. Mais tant mieux si vous êtes bien. Moi aussi, je suis bien toute seule. La vie est belle dans des petits appartements, mais avec de la jolie décoration. C'est la beauté de Paris. Exactement. Puis ça nous donne envie de sortir et de faire des rencontres. Donc, non, franchement, trop, trop bien. Est-ce que vous considérez que l'expérience de déménager du coup loin de chez soi, loin du coup de ses proches, de sa famille, qu'est-ce que vous considérez que ça vous a appris ? Est-ce que si jamais vous vous compariez peut-être avec la personne que vous seriez si jamais vous étiez resté là-bas, est-ce que vous pensez que vous êtes du coup peut-être plus adaptable ? Est-ce que vous avez appris des nouvelles compétences ? Qu'est-ce que ça vous a apporté, selon vous ? Le sens de la responsabilité. Ok. Je n'avais jamais fait de lessive, je n'avais jamais fait les courses toute seule, je n'avais jamais fait la litière, je n'avais jamais fait tant de choses que j'ai découvertes. Franchement, je me sens plus forte, mais je vois aussi des choses que j'ai perdues. Ces à côté, ces extras
que je considérais pour acquis, parce que pour moi, la vie, elle était parfaite, comme ça. Enfin, je connaissais que ça. Je suis sortie de ma bulle et j'ai découvert que, ah oui, c'est vrai que c'est agréable de sortir ou de faire... d'être dans une association, par exemple, d'avoir une vie à l'extérieur. Et des fois, je me dis, j'ai pas le temps pour ça, ou c'est compliqué. Oui. Mais ok, bah tant mieux si tu sens que ça t'a fait grandir quand même. Et toi, Amélia? C'est aussi un peu comme Camille. Ouais. Mais le fait qu'en fait que je déménage beaucoup, ça m'a permis d'apprendre des langues déjà. Oui, quelle langue tu parles exactement? Le lituanien au début, ok. Après le français et l'anglais, grâce à 1 an d'école anglaise. Ah bah oui. Ça a aussi permis d'avoir un peu l'esprit ouvert et une mentalité plutôt internationale, universelle. Parce que je sais qu'en Lituanie, d'autres personnes pensent différemment. Peut-être ils sont un peu plus fermés, ou il y en a d'autres qui sont plus ouverts. Mais je me compare aux autres et je vois que je ne trouve pas aussi ma place en termes de mentalité. En Lituanie? En Lituanie. Mais en France, tu sens que t'es plus à ta place pour le coup, ou alors tu cherches encore peut-être un peu... Je me sens plus à ma place, mais je sais que j'ai une mentalité plus internationale et que rien que ma culture, parce que j'ai appris des trucs des choses de Belgique, de la Lituanie et de France. Donc ça a mis... et aussi de l'école anglaise aussi. Oui. Qui a mis tout et qui m'a formée à être moi ce que je suis maintenant. Et est-ce que tu as déjà expériencé des chocs culturels, genre à l'intérieur, par exemple, mettons une fête qui était fêtée en Lituanie, et puis tu arrives en France et personne ne la célèbre, ou alors, tu vois, des décalages comme ça, où tu t'es un peu tiraillé entre les plusieurs parties de ce qui te... J'ai plus le mot. De ce qui te constitue. Voilà. Alors, je dirais l'école anglaise. Parce que les personnes sont très souriants. Et ils sont toujours gentils. Ils donnent l'impression qu'ils veulent être ton ami. Et après avoir parti de l'école, je me rends compte qu'en fait, c'était une forme de politesse qu'en France, ni en Lituanie, on l'a pas. On est comme on est. Si une personne ne plaît pas ou si on n'est pas de bonne humeur, on va montrer notre humeur. Alors dans l'école anglaise, je voyais plein de personnes qui étaient toujours souriantes, toujours amicales, et ce qui était une façon un peu mensongère, et ça m'avait très choquée parce que je me suis rendu compte en fait que j'avais peut-être un seul ami que je me suis fait en école anglaise. Oui, en fait ils étaient amicaux, mais peut-être pas autant que ce que tu pensais. C'était plus... C'était plutôt de la politesse. Ah, c'est pas évident. Mais j'avais déjà entendu ce genre de choses par rapport aux Américains, qui sont très exubérants, mais qui sont pas forcément plus accueillants pour autant. Voilà. C'est marrant de voir ça. Et puis nous, du coup, Français, on a notre réputation de râleurs, mais en fait, on est gentils. Et toi, ça t'est déjà arrivé aussi de voir un peu ce décalage entre la Martinique et peut-être... en plus, Paris, ça peut être un peu cliché parfois. Oui, Paris peut être cliché. Dans le sens où vous êtes souvent sur vos téléphones, ou... je ne critique pas, j'ai pris moi aussi cette habitude. Ou sinon, vous ne dites pas forcément bonjour, ou même juste un sourire. Alors que nous, même quand midi est passé, on commence à dire bonsoir. On est un peu plus chaleureux, entre guillemets. Ah oui, t'as ressenti un peu une froideur de la part des Parisiens quand t'es arrivée? Oui, mais je pense que c'est pas forcément leur faute. Ils sont pressés, ou alors il y a plein d'autres critères. J'ai l'impression que tout est un peu triste, mais
Il y a tant de choses qui m'ont attristée sur Paris. Les gens qui dorment dehors. À chaque fois, j'avais le cœur brisé. Je me disais, oh mon Dieu, mais j'ai de l'argent sur moi, il faut que je donne à cette personne. Ou même quand je faisais des courses. Et puis, on me dit que... Même Chiara, elle m'a dit, ah non, mais ça, c'est un stratagème. Ils font exprès pour revendre. Ou alors, ils mettent leur bol pour accueillir l'argent près de ton pied pour que toi, tu te sentes obligé, si tu le bouscules ou pas, de lui donner un peu d'argent. Et moi, j'étais toute innocente, je pensais pas à ça. Ouais, c'est vrai que c'est tellement une grande ville qu'il y a un petit peu tout et n'importe quoi. Mais sur le truc de la froideur des Parisiens, c'est assez marrant parce que déjà, j'ai l'impression que c'est assez lié à la multitude, que c'est pas genre un truc culturel parisien en particulier, mais c'est plutôt que, étant donné qu'on croise tellement de personnes par jour, on n'a pas forcément l'occasion de dire bonjour à tout le monde parce qu'on lui dirait toutes les 0,008 secondes. Mais j'ai fait un précédent podcast, du coup, qui traitait de la parole des étudiants étrangers à Paris. Et il y avait notamment un étudiant chilien qui disait qu'à Paris, lui, un truc qui l'avait vraiment frappé, c'était qu'il y avait une sorte d'appréciation de la vie et du temps. Enfin, rien que la tradition de l'apéritif, c'était vraiment, on se pose quelque part, on est tranquille, on prend de la bonne nourriture, du bon vin, et juste on apprécie d'être là. Et ce truc de pas trop valoriser la culture du travail ou tout ce genre de choses en fait qui sont du coup paradoxalement assez contraires au truc de la froideur des Parisiens, parce que lui il était vraiment, en plus il était latino, donc c'est pareil, c'est une culture qui a une réputation un peu chaleureuse et tout, mais je trouvais ça trop marrant qu'il apprécie ça chez les Parisiens, que d'un côté il y ait ce truc de les gens en costume qui marchent vite dans la rue, qui regardent pas. Et puis à côté de ça, genre, ils sortent du travail, ils vont sur les quais, ils boivent du vin, ils mangent du fromage avec des petits cure-dents et tout. Et je trouvais ça chouette. Et c'est un truc que j'apprécie beaucoup à Paris parce que c'est vrai qu'il fait beau, ça y est, tout le monde est sur les quais, tout le monde est content. Et puis tout le monde se parle finalement. Enfin, moi, je trouve ça trop beau. Puis du coup, je trouve que ce cliché du Parisien désagréable... Moi, je l'ai pas trop ressenti, en vrai. Peut-être qu'ils peuvent paraître désagréables, mais il faut connaître les gens. Et toi, Amélia, qu'en penses-tu de ce persona parisien ? Est-ce que tu as été confrontée ou alors qu'est-ce que t'en penses ? Personnellement, j'apprécie beaucoup aussi dire la manière de politesse, déjà dire bonjour, comment allez-vous, ou des petits mots. Merci, au revoir. Les bonnes manières ? Voilà, les bonnes manières. J'apprécie beaucoup les bonnes manières. Et c'est un truc qui... En fait, je sais pas, c'est pas que ça me fascine, mais ça m'émerveille parce que c'est vrai que c'est pas dans tous les pays qu'on peut l'avoir. Mais aussi les heures pointes de manger, juste 13h, je crois que c'est de midi jusqu'à 14h. Après, le seul endroit où on peut aller manger, c'est des supermarchés ou des fast-food. Et après, le soir, on attend jusqu'au soir si on a envie d'aller à un resto. Donc ça aussi, c'était... comme je fais un peu de visite, de guide dans mon stage, je vois beaucoup qui me posent aussi la question, ou même des amies lituaniennes qui posent aussi la question, mais comment ça se fait qu'en France, on peut pas manger là ? Je demande il est quelle heure et pour quelle raison. Donc, ah oui, parce que du coup en Lituanie on mange quand on veut. C'est à n'importe quelle heure. Voilà. Ah, c'est marrant. Et il n'y a aucun repas... Enfin, ouais, du coup c'est mon point de vue de française qui est... Voilà. Et aussi il y a un truc que j'ai apprécié quand j'ai entendu, c'est les repas de famille le soir. Je sais que souvent les Français ils font des repas de famille le soir et absolument il ne faut pas déranger si on veut appeler pour une affaire ou quoi que ce soit. C'est le seul moment. Et aussi l'administrative française. Ah oui, ça c'est un grand sujet. En fait, pour être un Français, il faut connaître la lenteur de l'administrative française. Et ça m'avait beaucoup choquée, parce que je pensais que ça prenait peut-être 2 semaines ou max à mois. Et je m'attends à avoir déjà mon assurance
santé, assurance. Ouais, assurance civile, ouais. Assurance de santé. Mais oui, santé ou mutuelle, tu peux dire peut-être. Assurance de santé. Assurance santé. Et d'Amélie, ça m'a pris 6 mois pour avoir l'attestation de droit. Et 1 an et demi pour avoir la carte vitale. Oui, ça apparemment c'est vraiment un truc chez les étrangers. Oui. Avoir la carte vitale, c'est tellement une C'est la bataille. galère. Et je connais un écrivain lituanien qui habite depuis longtemps en France. Pour lui, après 1 mois, il a reçu sa carte vitale. On l'a fait sans faire exprès. Il avait dit que l'administrative l'a fait sans faire exprès. Et du coup, depuis là, il est resté en France. C'était un miracle, c'était un destin qui... Il a eu la carte vitale. Voilà. Donc... Et il écrit sur un peu la vie de France et tout. C'est un écrivain lituanien. Ah, c'est top. Comment il s'appelle ? Papievis. Ok. Comment est-ce que tu l'appelles ? Ça s'appelle Papievis. Ok. Trop bien. Merci. Donc du coup, ma prochaine question, c'était quels sont vos plans pour le futur ? Est-ce que vous comptez rester en France ou alors est-ce que vous avez des projets du coup de rentrer en Martinique ou en Lituanie ? Est-ce que peut-être vous avez envie de partir ailleurs ? Comment vous envisagez ça ? Personnellement, je vais essayer de m'intégrer en France, d'essayer de me trouver un boulot, d'avoir ma vie en France. Okay. Mais je sais que j'aimerais bien avoir un boulot qui me permettrait de voyager. Même personnellement, je sais que je vais voyager, mais je sais que j'ai très envie de rester à une seule place pour enfin m'intégrer. Parce que changer 3 ans de pays, d'endroit, d'école, c'est bien, mais c'est lassant parce qu'on a envie d'avoir ses amis, avoir sa place et se dire que, bah voilà, en fait, disons qu'on connaît la personne et qu'on peut dire des choses, de parler des endroits. Oui, c'est vrai. Et parce que du coup, des personnes que tu as pu rencontrer dans ta vie, ça a été toujours difficile de garder le contact, peut-être, du coup, d'un déménagement à l'autre. Ou alors, tu as réussi quand même à garder certaines personnes Les personnes que j'ai gardées, c'était plutôt mes dernières années en Lituanie. Avant, j'ai encore une amie d'enfance de Paris, mais c'est des liens, on se parle et tout, mais c'est juste des liens d'enfance. Et la plupart des personnes, j'ai encore un contact, réseau ou quoi que ce soit, mais c'est souvent, je ne suis plus attachée parce que on sait plus parler. Oui, il n'y a plus de souvenirs en Voilà. commun. Vous ne vivez plus les mêmes choses et du coup, forcément, vous avez plus... Enfin, c'est plus quelque chose que vous avez en commun. Oui, c'est ça. Et j'ai oublié ma pensée. Mais c'est vrai que ça doit pas être évident finalement parce que moi, pour le coup, j'ai vraiment vécu de mes 1 an à mes 18 ans exactement au même endroit. Donc en fait, il y a des gens... Enfin, ma meilleure amie, je la connais depuis la petite section et on a vécu toute notre vie ensemble. En plus, on a emménagé à Paris en même temps. Donc au final, on s'est vraiment connus du début jusqu'à maintenant. On est passé par toutes les époques de notre vie. On s'est vus sans dents, rasés pour ma part. C'est énorme. Ouais. Mais les voyages aussi, changer d'un endroit à un autre, ça apporte en fait le détachement, l'acceptation de perdre une personne, le changement, de rencontrer de nouvelles personnes, d'avoir être plus ouvert de rencontrer des personnes. Et oui, le changement, les personnes qui arrivent, qui partent, c'est une chose que je sais que si on n'a pas connu depuis petit, on a plus du mal, comme la thématique du lycée. On sait tous qu'on a perdu des amis de lycée et qu'on parle moins à eux. Oui, c'est vrai que ça peut être plutôt bien d'avoir cette faculté de savoir, d'accord, bon, on a vécu des beaux moments ensemble, mais peut-être que cette amitié ne va pas forcément rester, mais c'est pas grave, on garde les bons souvenirs. Ouais, ça peut être chouette.
étant donné que tu aimerais avoir un métier dans lequel tu pourrais voyager, tu te destines vers quel genre de métier ? Tu as des idées déjà un peu ou c'est... Je sais que j'aimerais bien travailler dans un secteur de communication. Ok. Peut-être dans le journalisme, mais c'est vraiment très très vague. C'est plutôt parti pour quelque chose dans une entreprise internationale. Mais c'est des vagues idées en fait. Oui, et puis de toute façon, de nos jours, travailler à l'international, on peut le faire dans énormément de domaines. Donc, oui. Hâte de voir comment ça va se faire. Et toi, Camille ? Moi, je me vois difficilement revenir en Martinique. J'aimerais bien devenir journaliste de mode. Oh. Il y a des magazines de mode en Martinique, sauf qu'ils ne m'intéressent pas. Du coup, je me vois plus rester en métropole. Mais ça me fend un peu le cœur parce que je me vois vivre avec ma famille. On a vraiment ce truc de s'occuper de nos personnes âgées, d'habiter même sous le même toit ou même... Petite anecdote, quand on va sur des petites îles en Martinique, quand tu donnes ton nom de famille, il y a tout de suite une connexion avec la personne avec qui tu parles. Elle sait d'où tu viens parce qu'on a un quartier où il y a toute notre famille qui y habite. Et du coup, je ne serai plus avec ces gens-là. C'est compliqué. Oui, c'est vrai que c'est pas évident. Mais du coup, ça te donnerait peut-être pas envie de créer du coup ce truc de magazine de mode là-bas ? Peut-être que ce serait le mélange parfait ? Oui, mais j'ai un magazine en tête. Ah, lequel ? Qui me tape de l'œil. J'aime beaucoup Vogue. C'est un peu cliché de vraiment la journaliste de mode, mais c'est mon préféré. Du coup, c'est impossible. Oui, c'est vrai que c'est pas évident. Et puis ce truc de rentrer voir avec sa famille ou alors plutôt suivre sa carrière, c'est un dilemme, je pense, que beaucoup d'entre nous ont à des échelles différentes, bien entendu, mais ouais, c'est pas évident. Après, on peut toujours se dire que on peut commencer par suivre notre carrière dans un premier temps, puis ensuite voir comment notre vie, parce que peut-être qu'on va se retrouver à tous télétravailler un jour, donc finalement on va peut-être tous rentrer chez nous au bout d'un moment, qui sait. Mais ça me fait aussi culpabiliser parce que y a beaucoup de jeunes qui partent de notre île pour justement aller en métropole. Et du coup, me dire que moi aussi je pars, que je ne peux peut-être jamais revenir, c'est difficile pour les habitants parce qu'on manque de personnes, notamment dans le médical. Et du coup, même si il faut vivre avec ça. C'est pas de ma faute, c'est juste que... Ouais, la situation est vraiment pas évidente. Mais il n'y a pas beaucoup de gens qui viennent en Martinique pour prendre ces métiers-là, que du coup... Si, mais dans un mauvais sens. C'est-à-dire qu'il y a des métropolitains qui se disent... Ah, ça doit être trop bien de faire infirmière, docteur pour aller aux Antilles. Mais le problème, c'est qu'ils vont juste pour profiter du beau temps, des paysages. Et ils ne restent pas, ils voient que c'est compliqué d'être loin de leur famille ou alors d'autres choses. Mais... Ils finissent par partir. Pour partir sur un autre sujet, donc le sujet initial de ce podcast, c'est le voyage. Et donc, pour y faire une petite référence dans ce super hors-série, est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de vos voyages, étant donné que du coup, toutes les deux, vous avez un rapport particulier à ça. Quel voyage vous avez fait ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, j'ai voyagé en France, on va le compter, parce que pour moi, c'est différent. En Autriche, en Tchéquie, à Sainte-Lucie, une île voisine de la Martinique, en Suède et en Norvège. C'est mon coup de cœur. Ah, trop bien. Oui. Et toi, Amélia ? Je me rappelle très vague, parce que j'étais petite quand on a voyagé. Je sais qu'en France, on a beaucoup voyagé. En Belgique, dans les alentours aussi.
En Allemagne, je pense qu'on y était, Norvège. Et bien sûr, la Lituanie, on a aussi voyagé. En fait, dès que mon papa a le temps, il nous emmène tous de découvrir d'autres villes, la culture. Ah, c'est trop bien. Donc le voyage, ça a toujours fait partie vraiment de ton histoire familiale et c'était vraiment... Oui, c'est ça. C'est une façon d'initier, de découvrir, d'être ouverte à d'autres cultures, aussi à parler d'autres personnes, connaître l'histoire. Pour lui, c'était très important. Il nous emmenait toujours à des musées, avoir des connaissances culturelles. C'est trop bien. C'est trop bien. Et est-ce que vous pourriez nous parler de votre voyage préféré, le voyage dont vous avez le meilleur souvenir? Ça peut être vraiment un petit séjour, comme du coup une expatriation d'un pays qui t'a marqué, tout ce que vous voulez. La Norvège, c'est formidable. Ah oui? Oui, parce que je suis allée au-delà du cercle polaire et c'était incroyable de voir le soleil de minuit qui devient rouge flamboyant, de vivre dans un endroit où il fait toujours jour, de découvrir de nouveaux paysages. C'est si fantastique, j'ai pas les mots, ça prouve à quel point c'est extraordinaire. Trop bien. Et tu y es resté longtemps? C'était dans quel cadre? Toujours une colonie de vacances, durant 1 semaine, mais ça suffit à m'émerveiller. Trop bien. C'est vrai que ça fait rêver. Hein. Et tu as eu l'occasion peut-être de faire un peu de randonnée ou d'aller voir les paysages? C'était exclusivement du camping. Du coup, on a beaucoup marché, bivouaqué. On est allé dans les fjords. On a vu des baleines au loin, occasionnellement. Ça doit être vraiment incroyable. Oui. Mais malheureusement, ils ont réautorisé la chasse à la baleine, il me semble. Ah oui? Oui. Bon. On peut pas trop... Ouais. Et est-ce que tu aurais un endroit en particulier à recommander dans ce voyage ou quelque chose qui t'a marqué quelque chose à recommander à faire absolument si jamais on va en Norvège? Ah mon Dieu, j'ai plusieurs images en tête. C'est vrai que si jamais le nom est un peu compliqué et qu'il faut s'en rappeler... Oui. Mais ce serait pas forcément un endroit particulier, c'est juste profiter de l'ambiance, même de la capitale. La capitale, déjà au niveau température, c'est pas du tout pareil qu'au-delà du cercle polaire, mais c'est tout aussi bien. Si on va en Suède, par exemple, on a aussi, on peut profiter du fait qu'il y ait plein d'îles aux alentours, d'être vraiment en bateau durant toute la journée. C'est agréable, ça aussi. Quelqu'un nous a parlé dans le podcast de Stockholm et de toutes les îles, et c'est vrai que ça a l'air vraiment sympathique. Puis ils nous ont parlé aussi de la tradition du fika, de la pause de 4 heures avec toutes les pâtisseries suédoises, les roulés à la cannelle. Ça a trop bien. Donc si un jour je vais dans le Nord, je testerai. Et toi, du coup, Amélia? C'est plutôt en Lituanie. On était partis dans une île, une petite île qui est pas très loin, enfin qui se lie à Kaliningrad. Ok. Et ça s'appelle, c'est entre, en fait, ça s'appelle Juatkrinté et Nida. C'est deux endroits qui sont côte à côte. Et on était partis plus à Juatkrinté. Et il y a beaucoup de nature, ça m'avait tellement apaisée, je me sentais tellement heureuse. Puis pas très loin, il y avait aussi la plage. Et c'est juste magnifique. Faire du vélo, voir les très très beaux paysages. On est aussi allé voir... En fait, c'était le désert, plein de sable. Et c'est juste magnifique. On voulait aussi en partir avec les vélos pour voir... je pense que ça s'appelle la désert morte.
Je sais qu'elle est à l'UNESCO. Ah, ça me dit quelque chose, oui. Mais c'était tellement loin que moi je me suis arrêtée, j'étais fatiguée. Mais je sais que c'est très très beau. Je sais pas si ça s'appelle des déserts mortes ou il y a un autre nom. Mais c'est que du sable. Ok. Pardon. Et donc ça serait ça ton meilleur souvenir de voyage? Oui, et j'ai tellement envie de revenir là-bas parce que rien que d'être près de la nature, c'est calme. Il n'y a personne, pas beaucoup de personnes qui y vont en fait. Et c'est fou, comme ça nous marque souvent les paysages ou les éléments naturels. C'est ce qu'on retient souvent des voyages. Oui, c'est ça. Mais c'est aussi l'élément qui m'attire en Lituanie. Tous les Lituaniens sont attirés, peu importe dans quel pays on est. J'ai eu des discussions avec des Lituaniens. Tous m'ont dit la même chose et comme moi, on veut revenir en Lituanie pour ressentir la nature et être dans la nature. Mais j'ai l'impression que globalement, on n'a pas d'image très précise de à quoi ressemble la nature en Lituanie. Donc, c'est quoi à peu près? C'est très forestier? C'est très forestier. Ouais. Même dans la capitale, il y a beaucoup de nature et on peut très vite atterrir dans la forêt. On a beaucoup de lacs et on se baigne dans les lacs. Ok. Donc, trop bien. Oui, c'est génial quand on a chaud. On part un peu plus loin de Vilnius. C'est pas très loin, je pense 30 minutes max, 20 minutes. Ça dépend où on est. Et on se baigne, c'est génial. Ça a l'air d'être un super pays. Hein. Et est-ce que tu aurais des lieux à recommander en Lituanie ou des endroits particuliers Déjà, la Vilnius, pour voir la cathédrale, voir les bâtiments. Il y a des bâtiments qui sont aussi inscrits à l'UNESCO. La vieille ville, discuter avec des gens, enfin ils sont tous ouverts, ils parlent tous presque tout le monde en anglais, surtout les jeunes. Ok. Découvrir l'histoire, je pense que ça serait aussi très intéressant. Et l'île où j'étais, c'est un endroit que je conseille d'y aller. C'est vrai que ça a l'air top. Et c'est touristique ou c'est... Comment est-ce que tu définirais ça? Ou c'est pas très connu? Je veux dire la Lituanie en général. En général, il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas, mais les personnes qui découvrent, souvent les touristes, ils ont de très très bons souvenirs et ils disent souvent qu'on est très très gentils. On est tous étonnés parce qu'on pense différent, mais je pense que chaque pays a sa vision négative. Oui, c'est vrai. Et on voit plein de touristes, mais comme par exemple, je pars à Paris, quand je pars de Lettonie, on a même du mal à le situer où est-ce qu'il est. On se souvient plus de Lettonie ou Estonie, mais pas de la Lituanie. Ouais, c'est assez fou. Surtout que maintenant, elle est indépendante complètement de la Russie. On va dire, ils ont tout annulé, les commerciaux et tout de la Russie. Et c'est un pays qui aide beaucoup à l'Ukraine aussi. Ouais. Et ça a l'air d'être vraiment magnifique. Et du coup, est-ce que vous auriez dans un autre registre une anecdote de voyage peut-être un peu amusante ou un moment pas très sympa, mais une expérience vraiment mémorable en voyage que vous ayez pu avoir, un truc qui vous vient? Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Une expérience particulière, par exemple un problème de transport ou un truc genre vous vous êtes retrouvé au milieu de nulle part avec pas de réseau et vous vous êtes retrouvé à aller parler avec le fermier du coin. Enfin, tu sais, genre ce genre de péripéties qu'on peut avoir en voyage qui sont parfois amusantes et qui nous font vivre des choses qui, au final, peuvent finir par être des bons souvenirs ou des mauvais souvenirs parfois. Mais tout ce que vous voulez raconter. Moi, en métropole, il y a déjà eu un avion qui
n'a pas atterri. Finalement, on a été redirigé vers des hôtels. C'était très sympa. Attends, comment ça, redirigé vers des hôtels où... La compagnie nous a accompagnés vers des hôtels prévus pour nous accueillir. Ok, mais parce que l'avion n'a pas pu partir ou Alors là, je m'en souviens pas. J'étais petite, mais c'était très agréable. D'accord. Sinon, en Suède, un autre problème d'avion, on a dormi dans l'aéroport. Ah oui, ça... Et je considère pas que ce soit une mauvaise chose. Je sais pas, c'est la joie d'être en Suède. N'importe où, dans l'aéroport, sur un parking, on est en Suède. Sinon, des imprévus, je ne vois pas. En tout cas, j'évite dans des endroits que je connais pas. Je sais qu'en Martinique, mon père, il aime trop faire ce qu'il appelle la tournée du chef. C'est quoi ? Il nous emmène en voiture, nous promener, et on décide d'aller à droite ou à gauche. On lui dit à droite, puis à gauche. Ce qui fait qu'on se retrouve souvent dans des impasses. Et un soir, on s'est retrouvés la nuit à un endroit improbable à chercher la route de sortie parce qu'il faisait totalement nuit et il n'y avait pas de lumière. Et puis finalement, un monsieur nous a accueillis comme ça, magnifique vue, c'était génial. Trop bien. Oui. Parce que vous ne retrouviez pas du tout le chemin, du coup. Non. Bon, mais le lendemain matin, vous êtes repartis. Oui. Trop chouette. Ouais, du coup, est-ce que tu penses à un truc en particulier ? J'arrive pas à en trouver un, mais je pense que comme j'étais petite, je ne voyais pas les problèmes et c'est plutôt mes parents qui géraient et qui étaient plus en stress. Ok, bah en vrai c'est hyper bien du coup que ça te soit passé dessus et que t'aies eu que les bons côtés des bonnes expériences. Mais comme maintenant je vais commencer à voyager, je pense que ça sera intéressant. Ah mais oui c'est vrai ça. Est-ce que vous avez des projets de voyage là dans un futur proche, de trucs que vous voudriez faire Oui, totalement. J'ai dit ça avec regret parce que avec 2 amis, on a décidé de partir quelque part. On a fait ce qui s'appelle la roue du destin, n'importe quelle application de roue en ligne sur Internet. Et j'étais dégoûtée parce que ça s'est arrêté sur Tahiti. On part d'une île pour aller dans une autre île. Je n'ai rien contre Tahiti. C'est juste que j'attendais une autre destination plus différente. Ouais. Du coup, ce sera Tahiti. Après, ça a l'air vraiment magnifique. Hein. C'est sûr que... Ah, mais je dis pas le contraire. Oups. Un peu déçue. Bon, bah, ce sera pour la prochaine fois. Oui. Et toi, Amélia, il y a un projet en tête en ce moment ? Oui, en tout cas, je vais partir un mois en Lituanie. Donc je pense trop bien. Partir quelque part avec mes amis, enfin, peu importe. En mode road trip. Voilà. Avec, je pense que ça sera l'improvisation. Et parce qu'il y a des... Est-ce que c'est comme en France où il y a beaucoup de restrictions, on n'a pas le droit de camper partout ou... Est-ce que c'est... Enfin, est-ce qu'on a le droit d'aller dans la nature ? Enfin, je sais que surtout à Paris, aller dans une forêt, c'est dangereux. Alors que des Lituaniens, on est quelqu'un de nature. Donc pour nous, la forêt, c'est un endroit où on peut se réfugier, donc camper. Je ne connais pas les restrictions. Surtout que quand on va pour se baigner, on prend une pique-nique, on se balade, on cueille des champignons. En octobre, pour nous, c'est la saison des champignons. Ah, trop bien. Donc voilà. Et après, durant l'été, j'ai encore un petit projet de voyage. Partir à la Sardaigne. Oh, ok. Si une amie réussit à m'accepter. Parce que là, elle est en cours de médecine et c'est compliqué. Donc si elle a le temps, je partirai à la Sardaigne. Et peut-être voir mon papa à Kiev. Ah oui, à Kiev en ce moment ? Oui, parce que les ambassades, ils sont revenus là-bas. C'est une sorte de signification de montrer que voilà, l'Ukraine est en train de revivre. Et c'est pour cette raison que beaucoup d'ambassades, les personnels de l'ambassade
reviennent travailler là-bas. D'accord. Mais ce que mon papa m'a dit, ça commence à voir que l'Ukraine, à Kiev, enfin, les Ukrainiens reviennent et que ça commence à petit revivre, bien sûr. Ok. C'est compliqué. Le soir, ils se réveillent par des signaux, des alarmes qui sont 1% sur 1 sur 100 qui peuvent dire que attention, il peut y avoir un bombardement à Kiev, il faut se cacher, mais personne ne se cache parce que sinon ça serait toujours à se réveiller 2h du mat, à se cacher, à perdre ses heures de sommeil. Donc voilà. Ah oui, c'est pas évident. Non. Ouais, la vie à Kiev, ça doit être vraiment difficile en ce moment. Oui, c'est très compliqué. Ça, c'est très. Je pense que ça prend aussi la mentalité des gens. La force mentale. Voilà. Soit on se forge, soit on perd sa mentalité. On devient paniqué ou très sensible. Mais ça va vers le mieux, a priori. Enfin, c'est de plus en plus vivable ou qu'est-ce qu'il en pense ? En tout cas, à l'Ukraine, surtout à Kiev, ça devient vivable. Parce que s'il va manger quelque part quelque chose de bon, s'il va avec des collègues faire un peu de basketball, je pense que les gens commencent à vivre. Mais c'est compliqué, bien sûr. Ouais, le climat est toujours... Ah ouais, pas évident. Et toi, comment tu l'as vécu ça, le fait qu'ils décident de partir à Kiev Enfin, t'étais habituée du coup à ce genre de déplacement ou ça t'a... Comme cette année il était à Kiev, il me disait souvent qu'il y a des risques qu'il y a une guerre. Il m'écrivait pour me prévenir et j'étais un peu inquiète. J'étais pas sûre si tout se passait bien. Et j'étais je me sentais plus calme quand il était en Lituanie. Mais c'est vrai que comme maintenant il est retourné à Kiev, j'angoisse un peu. Et chaque jour, j'ai besoin on va dire, d'un signal de lui. Qu'il est vivant, que juste m'écrire un bonjour ou que je vois qu'il poste quelque chose sur Facebook ou alors que je l'appelle, que je parle. Ouais, ça vous permet de maintenir le lien et d'être pas angoissée. Ouais, c'est vrai que ça doit pas être évident. Et du coup, son travail là-bas, c'est d'assurer les relations avec la Lituanie, Oui, je pense. Il est dans le secteur d'économie. D'accord. Donc il gère tout ce qui est dans l'économie entre les relations Lituanie et l'Ukraine. Ça doit être super intéressant. Oui. Mais ça a permis de voyager, de découvrir les villes de Kiev aussi, enfin de l'Ukraine, pardon. Ouais. C'était plus intéressant. En vrai, c'est un secteur très intéressant. C'est fou. Et ça a beaucoup affecté votre vie de famille. Enfin, ça a été. J'imagine que c'est vraiment du coup. Oui, il y a eu des moments de manque, de le voir à la maison quand il y avait beaucoup de travail. Ça faisait envie d'être tous ensemble, de faire quelque chose. Même si, comme je le disais, il nous essaie d'embarquer, de nous faire voyager dans de faire des voyages, de faire des excursions, des expositions. Des expositions. Ah ouais. Oui, du coup, tu avais le côté découverte, mais en même temps, le revers de la médaille parfois, du coup, de pas avoir beaucoup de temps disponible. Mais au final, t'es contente d'avoir vécu cette vie-là de découverte. Je n'ai pas de regrets parce que je ne serais pas devenue ce que je suis maintenant. Waouh. C'est trop bien. Ouais, c'est trop bien comme mot de la fin, ça. Qu'est-ce que t'en penses, Gaby ? T'es contente aussi d'avoir fait ce choix de partir Oui. T'as jamais regretté du tout de... Si. Mais c'est plus par rapport à ma santé. Parce que c'est compliqué d'avoir un lien... Le seul lien que j'ai avec ma famille, c'est un téléphone portable. Ça me fait penser qu'il y a 2 semaines, j'avais plus de chargeur. Et... Oui, je me rappelle.
C'était la fin du monde pour moi parce que j'avais l'habitude d'appeler ma mère tous les jours. Et puis là, j'ai eu une immense bulle où je n'ai pas pu entendre sa voix. Ouais. On est tout de suite beaucoup plus dépendant à la technologie. Oui, bien plus qu'on ne le pense. C'est clair. Mais bon, là vous faites des choses que vous aimez, vous êtes au bon endroit, au bon moment. C'est trop bien. Bah, écoutez, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose que vous voudriez dire dans ce podcast, un message que vous voudriez faire passer ou pas? Oui. Ne jetez pas vos déchets dans la mangrove, s'il vous plaît. C'est un bon mot de la fin, j'aime beaucoup. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Camille et Amélia. Merci également énormément à Nils pour son travail d'ingé son que je sais va être absolument exquis. Merci à moi-même de monter ce podcast dans le futur. C'était vraiment très agréable de vous avoir. Et merci à vous autres auditeurs qui nous écoutez. C'était Jeunes Voyageurs pour Télé Sorbonne. À bientôt.